On va commencer sans coup faire rire puisque Pascal Canfin a d'autres obligations, est obligé de nous quitter un peu avant 18 h, si j'ai bien retenu, pour être en temps et heure dans son avion. Donc, ça me fait drôle de dire Monsieur le Ministre, mon cher Pascal, mes chers collègues, nous sommes particulièrement heureux, notre commission, de vous recevoir dans notre commission. C'est la première fois pour les aspects européens de la politique du développement. L'Europe est toujours officiellement sur la ligne de son engagement à consacrer collectivement au moins 0,7% de son PNB à l'aide publique au développement. C'est pas pour ça que nous ne sommes pas inquiets, puisque les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février dernier sur le cadre financier pluriannuel donnent un signal très négatif en diminuant de 13% les montants alloués à cette aide et de 11% l'enveloppe du Fonds européen du développement. N'oublions pas que cet effort financier est une contribution essentielle à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et a permis au cours des 5 dernières années à plus de 10 millions d'enfants d'être scolarisés et à 32 millions de personnes d'avoir accès à l'eau potable. Du coup, j'allais dire, nous avons acté avec attention, sinon avec plaisir, le rejet que le Parlement européen vient de faire des décisions des 7 et 8 février. Parce qu'il me semble que la politique du développement en particulier était beaucoup sacrifiée dans ce domaine-là, et nous avons fait d'ailleurs sur ce sujet-là un travail spécifique de la Commission des affaires européennes. Je pense que mes collègues vous en reparleront tout à l'heure. En termes de crédibilité, ces réductions de crédits prévues, me semble-t-il, risquent d'altérer la relation qu'entretient l'Union européenne avec les pays du Sud, au moment même où elle se trouve sur ce terrain en concurrence avec des pays qui n'ont pas la même approche, leur aide publique en fonction de critères de conditionnalité et de bonne gouvernance. Et cela, ça nous inquiète donc, Monsieur le Ministre, est-ce que ça vous inquiète tout autant? Par ailleurs, tant le Parlement européen que la Cour des comptes européenne se sont montrés très critiques quant à l'efficacité de la politique de développement européenne. Il lui reprochait tout à la fois d'être peu visible, aveugle dans la mesure où elle ne fixe pas d'objectifs politiques, peu cohérente et au bout du compte peu efficace. Ça fait beaucoup. Le programme pour le changement de la politique de développement, qui propose une concentration de l'aide sur des secteurs et des pays qui ont le plus besoin, a été critiqué aussi par les pays ACP. Sur quel point faudrait-il, selon vous, rectifier le tir si c'est nécessaire? Pensez-vous que l'affectation d'une partie de la future taxe sur les transactions financières à la politique de développement serait de nature à améliorer les relations avec les pays du Sud? Après tout, l'objectif de départ de la taxe Tobin, c'était bien en relation avec la volonté du développement et la solidarité avec les pays du Sud. Les technologies liées à la lutte contre le changement climatique, qui affectera gravement les pays du Sud, pourraient constituer des occasions de développement, ainsi que les technologies liées à l'énergie solaire. Vous avez déjà donné des exemples dans ce domaine-là, Monsieur le Ministre. L'Europe participe-t-elle suffisamment à ces projets dans ce sens-là? Quelle appréciation portez-vous par ailleurs sur la décision de la Commission de présenter au titre du Fonds européen pour le développement un budget séparé pour chaque pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique et de réserver 20% de l'enveloppe du FED à la fourniture de services sociaux de base, santé, éducation primaire, avec une attention particulière aux femmes et aux enfants? Le Parlement européen regrette de ne pas avoir droit de regard sur le FED. Considérez-vous justifier cette exigence démocratique de la part du Parlement européen? Le groupe de travail sur la PAC, dont je fais partie, étudie la question des restitutions à l'exportation qui déstabilisent les filières agricoles vivrières des pays du Sud. L'Union européenne souffre d'un défaut de cohérence de ses politiques. Ne serait-il pas l'honneur de l'Europe de mettre en cohérence sa politique de développement avec sa politique agricole et sa politique commerciale, et bien sûr inversement? Sur ce dernier point, je vous remercie de bien vouloir nous préciser le point des négociations des accords de partenariat économique. Le délai de négociation va-t-il être allongé jusqu'en 2016, comme l'a souhaité le Parlement européen? Quelle est la position du gouvernement français sur ce délai, ainsi que sur le degré d'asymétrie, d'ouverture de leur marché, qui doit être laissé à nos partenaires ACP? Voilà quelques questions de départ, Monsieur le Ministre. Je ne doute pas que mes collègues vous en posent quelques-unes ensuite. Merci, nous vous écoutons avec la plus grande attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Daniel. Je m'excuse par avance pour le départ qui sera un tout petit peu
précipité en fin de séance et je me rends à New York pour la première négociation sur les objectifs du développement durable et la révision des objectifs du millénaire, ce qui impose de partir donc un peu avant 18h. Et je m'excuse également pour ma voix, comme la moitié des Français, j'ai un petit problème de rhume et de grippe. Je voulais vous remercier donc pour votre invitation. Et préciser que j'étais déjà venu devant cette commission dans sa mandature antérieure, mais en tant que parlementaire européen, pour parler notamment des questions de réglementation financière et bancaire. Je voulais insister, dans un premier point, sur le fait que je suis extrêmement attaché à inscrire notre politique de développement française dans un contexte européen. Et nous l'avons fait historiquement. Nous avons par exemple 2/3 de notre politique de dons qui passe par l'Union européenne. Et donc, quand nous avons fréquemment des débats à l'Assemblée nationale, au Sénat, sur notre politique de développement, j'entends souvent des députés ou des parlementaires dire « oui, mais ce qui compte, c'est l'aide bilatérale ». Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'il est nécessaire de travailler ensemble pour gagner en efficacité. Après, il y a des réformes à accomplir, vous les avez évoquées vous-même. Mais l'Union européenne, c'est un gage d'efficacité de notre politique de développement. Charge à nous d'être influents à Bruxelles. Et lorsque nous donnons les chiffres d'aide publique au développement français, lorsqu'on dit nous avons donné tel, je sais pas, X millions à tel pays, la plupart du temps, ces chiffres font de notre aide qui passe par le canal européen un point aveugle. C'est-à-dire que nous ne mentionnons que l'aide bilatérale. Or, je le répète, en ce qui concerne les dons, ce n'est pas vrai pour les prêts, mais en ce qui concerne les dons, les 2/3 de notre aide passent par le Fonds européen de développement. Et donc la moindre des choses, c'est d'essayer d'être influent à Bruxelles plutôt que de dire il y a le drapeau français et le drapeau européen. Et le drapeau européen, ce n'est pas aussi le drapeau français. Si moi je considère que le drapeau européen, c'est aussi le drapeau français en ce qui concerne le développement. Maintenant, vous avez posé des questions qui concernent le budget. Je me permettrai de ne pas avoir complètement la même lecture que vous des chiffres. Vous avez pris comme référence la proposition de la Commission. Et ce qui est... alors c'est peut-être une logique très conseil et pas assez Parlement européen, mais ce qui comptait dans la négociation finale, c'était la proposition de Van Rompuy, qui a été, elle, en ce qui concerne la politique du développement et le Fed, intégralement respectée à l'euro près. Ça veut dire que dans la négociation finale, il y avait un risque que la politique de développement européenne soit un peu la variable d'ajustement, que les 27 milliards soient réduits parce qu'il fallait trouver 2 milliards par-ci, 3 milliards par-là, et ça n'a pas été le cas. Et donc je pense qu'au contraire, on peut se féliciter de ce budget de 27 milliards d'euros qui représente une stabilité d'intervention en capacité réelle, en volume. Et donc c'est extrêmement, je pense au contraire, satisfaisant dans un contexte d'un budget européen et d'une négociation donnée à un moment donné, que l'on peut par ailleurs remettre en cause. Vous évoquiez vous-même le vote actuel du Parlement européen, même si ce n'est pas le vote définitif. Donc, en tant que ministre du Développement, moi, je me satisfais plutôt, encore une fois, dans un contexte particulier qui était celui que nous connaissions sur la négociation budgétaire, du résultat en ce qui concerne le Fonds européen de développement. Je voudrais dire un mot sur le Mali, puisque c'est évidemment une question d'actualité et c'est un cas d'école de notre capacité à travailler ensemble en européen et en franco-européen. Je l'ai dit tout à l'heure en réponse à une question dans l'hémicycle. Avec Laurent Fabius, nous avons vraiment voulu inscrire notre stratégie de développement au Mali et plus largement au Sahel dans le cadre européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons d'une part voulu que la grande conférence internationale que nous allons organiser mi-mai à Bruxelles soit d'abord se tienne à Bruxelles et soit coprésidée par la France et par l'Union européenne, alors que nous aurions pu souhaiter qu'elle soit organisée à Paris seule par la France.
Non, nous avons voulu impérativement que ce soit franco-européen et à Bruxelles. Et donc elle sera coprésidée par le président de la République et par le président de la Commission. Sur le terrain, nous sommes aussi totalement engagés dans une logique de répartition du travail, de division du travail intelligente avec l'ensemble de nos partenaires européens et avec l'Union européenne en tant que telle. Nous avons dressé ensemble une liste de priorités qui consiste à gagner ce que j'appelle gagner les 6 mois. Gagner les 6 mois, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre le pur humanitaire, qui est relativement sous contrôle au Mali aujourd'hui, sauf éventuellement sur quelques poches à l'extrême nord, mais c'est sous contrôle, c'est ce que les ONG nous disent. Et ce n'est pas non plus le développement des grands projets qui donneront leurs résultats dans 2 ans, dans 18 mois, dans 3 ans. Non, c'est comment on rétablit l'eau, l'électricité à Tombouctou. Comment on fait en sorte que, aujourd'hui au Mali, sur 1000 km, on ne peut pas traverser le fleuve Niger. Bon, évidemment, ça pose un petit problème en termes de flux économiques, en termes de capacité des déplacés à rentrer chez eux, etc., etc. Et donc, nous sommes mis d'accord avec l'ensemble des partenaires européens sur cette liste et nous nous sommes divisé le travail. Typiquement, nous allons faire, nous finançons, et cet accord date de cette semaine, nous finançons le retour de l'eau et de l'électricité à Tombouctou et à Gao. Quand l'Union européenne va financer, la Commission européenne va financer le retour des déplacés et des réfugiés et les semences pour que la saison agricole qui commence en avril-mai soit opérationnelle et que lorsque les gens vont rentrer chez eux, ils puissent avoir des semences à planter. Donc on s'est mis d'accord sur la liste, avec les Maliens bien évidemment, mais en européen, et nous sommes maintenant opérationnels et nous sommes répartis le travail. Moi j'ai beaucoup plaidé pour cette approche-là, parce que je suis mobilisé, parce qu'on sait très bien que les ONG nous disent toujours, elles ont raison, on sait faire l'humanitaire, on sait faire le développement, on ne sait pas faire ce qu'on appelle la réhabilitation. Là j'ai le sentiment, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire ça dépend de la situation macro-sécuritaire, ça dépend du dialogue politique, ça dépend de plein d'autres choses, mais en ce qui concerne notre capacité à financer et à être opérationnel et coordonné, je crois que nous avons, pour l'instant en tout cas, réussi cet exercice. Charge à nous, évidemment, de faire en sorte que ce soit réussi dans la durée. C'est d'ailleurs pour cela qu'au Mali, comme dans 45 autres pays, nous faisons la promotion de ce qu'on appelle la programmation conjointe, à savoir que l'Union européenne en tant que telle et les États membres, notamment les grands États membres qui ont des politiques de développement, soient coordonnés pour que nous faisions des choses, un peu comme je viens de l'exprimer au Mali, nous faisions une division du travail qui fasse qu'un tel intervienne dans tel secteur, tel autre pays dans tel autre, de manière coordonnée, pas sur des projets concurrents, etc., etc. Chose qui devrait, on pourrait dire, aller de soi, mais qui malheureusement, dans la vraie vie, ne va pas de soi. Et donc nous avons, je pense en grande partie, en organisant quelques réunions au printemps à Bruxelles, à l'automne, pardon, à Bruxelles, relancé la programmation conjointe qui va donc maintenant être une réalité dans la nouvelle programmation donc, du FED pour les 7 prochaines années, dans plus de 40 pays, comme je viens de le dire. Le troisième élément que je voulais évoquer, vous l'avez, pardon, excusez-moi, vous l'avez évoqué vous-même, c'est les financements innovants. C'est peut-être la grande bataille, maintenant que le budget est passé, c'est peut-être la grande bataille. La taxe européenne sur les transactions financières, ou en tout cas la taxe A12 en coopération renforcée, c'est en ce moment que ça se passe, la négociation. Donc on négocie d'abord sur le taux, puis sur l'assiette, et après sur l'affectation. Mais le président de la République l'a encore rappelé à la clôture des assises du développement le 1er mars. Nous souhaitons, la France souhaite, qu'une part significative de cette taxe soit affectée au développement. Vous le rappeliez vous-même, l'histoire de cette taxe, c'est de financer les biens publics mondiaux. La lutte contre le sida, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le changement climatique. Donc, il serait quand même assez paradoxal qu'au moment où nous mettons cette taxe en place, pour la première fois, il y ait 0 € qui aille aux pays du Sud, alors que c'est bien sa justification initiale. Donc, évidemment, nous comprenons tout à fait les contraintes budgétaires. C'est difficile de dire au gouvernement espagnol, au gouvernement portugais, au gouvernement grec qui sont dans la coopération renforcée, cette taxe, vous n'en verrez pas la couleur, ça va de soi. Donc il faut trouver un compromis. Où ce sera ce compromis? Est-ce que c'est 20%, 30%, 25%? Je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait une part
significative affectée au développement et aux biens publics mondiaux. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait nous-mêmes dans la taxe française. Et il faut le savoir, aujourd'hui, la France n'est pas majoritaire sur cette position. Donc c'est mon travail de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller convaincre mes homologues et l'ensemble des ministres des Finances des 11 pays avec lesquels nous sommes en coopération renforcée pour arriver à une part affectée au développement. Sur les autres sujets que vous avez évoqués, je retiendrai aussi ce qui est au-delà de l'aide, c'est-à-dire la cohérence avec les autres grandes politiques. Et vous avez posé une question précise sur les APE. Il faut savoir que la semaine dernière, je crois, il y a eu un trilogue entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission qui a malheureusement débouché sur le fait que la position française n'allait pas être retenue. C'est-à-dire que nous n'aurions pas de report de la date de renégociation de 2014 à 2015, voire à 2016. Donc nous avions modifié la position du précédent gouvernement. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé de majorité pour le faire en Europe. Et donc, cette négociation, elle aura lieu pour 2014. Nous continuons de penser, nous l'avons dit publiquement, qu'il eût été préférable que ce soit repoussé et que l'on puisse renégocier les conditions dans un sens plus favorable aux pays ACP. Ça, c'est pour la politique des accords commerciaux. Il y a aussi la question de la transparence. Et là, nous enregistrons au contraire des éléments très positifs. La directive sur la transparence, la directive comptabilité, va rendre obligatoire ce qu'on appelle le reporting pays par pays, projet par projet. C'est-à-dire que les grandes entreprises européennes devront, dans chacun des pays où elles opèrent, pour le secteur extractif et forestier, dire projet par projet et pays par pays les flux financiers qui les lient aux États dans lesquels elles interviennent. C'est une politique essentielle pour lutter contre la corruption d'une part et pour renforcer la capacité des États du Sud à collecter des recettes fiscales auxquelles ils ont droit et qui sont totalement indispensables pour qu'ils mènent des politiques en matière de santé, en matière d'éducation. Ça, c'est en phase finale de négociation et finalement, nous ne ferons que faire en 2014, ce que les États-Unis feront aussi en 2014, puisque en 2010 ou 2011, ils ont voté dans le cadre de la loi Dodd-Frank une mesure équivalente, même si nous allons aller un tout petit peu plus loin, et c'est tout un autre honneur. Maintenant, l'enjeu, c'est bien évidemment d'aller au-delà de ce quasi-standard international, en tout cas européen, américain, pour aller convaincre les Australiens, convaincre les Japonais de faire la même chose. Et là, c'est les enceintes G8 avec la présidence britannique en juin, et G20 qui sont tout à fait pertinentes. Et nous sommes actifs en la matière pour faire en sorte que cette transparence devienne la règle et non l'exception. Sachez aussi qu'il y a eu, il y a une quinzaine de jours, un accord sur la loi bancaire européenne qui a prévu une transparence totale des flux financiers dans tous les pays du monde pour le secteur bancaire. C'est-à-dire que toutes les banques européennes devront dire pays par pays quels sont leurs profits, quels sont leurs chiffres d'affaires, quel est leur chiffre d'affaires, quelle est leur masse salariale, quels sont les impôts payés. C'était une demande très ancienne des ONG. Je crois que c'est passé à peu près inaperçu. Je crois que c'est vraiment un progrès très très important. Et donc, si l'on additionne les industries extractives, la forêt et les banques, on commence à avoir une grande partie de l'économie et de notre présence dans les pays du Sud qui est couverte par ce principe et cette règle de la transparence. Et cela, on le doit, très très grande majorité, à l'Union européenne. Maintenant, notre bataille, et on va pousser cet agenda-là au niveau du G8 avec les Britanniques, c'est d'aller dans un cadre international encore plus loin en s'interrogeant, par exemple, sur les secteurs de la construction, ou les secteurs des ports, ou les secteurs des télécommunications. Et en mai, nous organiserons 15 jours, 3 semaines avant le G8, une réunion dans le Nord-Pas-de-Calais avec les Britanniques
donc les deux gouvernements et les deux sociétés civiles françaises et britanniques pour faire des propositions concrètes en amont du prochain G8 sur cette question. Alors, je conclurai en disant que une de mes priorités, c'est d'intégrer les questions de développement soutenable. C'est vraiment un axe majeur de l'agenda international qui est la convergence du développement et du développement soutenable. Ce n'est pas une originalité française. Tous les pays européens sont sur ce raisonnement. Et lorsque je lis le rapport de la Banque mondiale qui a été publié avant Doha, sommet de Doha sur le climat, je lis dans ce rapport qu'un monde à plus 4 degrés, donc un monde où le réchauffement climatique n'est pas maîtrisé, c'est un monde où mécaniquement il y aura plus d'enfants qui mourront avant 5 ans. Ça veut dire que tous les gains, selon la Banque mondiale, tous les gains qui ont été obtenus sur la dernière décennie en matière de lutte contre la mortalité infantile, qui est vraiment l'agenda de base du développement des objectifs du millénaire, seront effacés à cause du changement climatique qui génère davantage de sécheresse, davantage d'insécurité alimentaire. Donc il y a bien une convergence des deux agendas et c'est pour cela que nous avons pris un certain nombre d'initiatives en franco-français. Nous avons réorienté la politique énergétique de l'AFD, nous sommes en train de réorienter la politique des investissements agricoles de l'Agence française de développement, mais nous le faisons aussi, bien évidemment, en matière européenne. C'est pour ça que nous poussons pour que dans la programmation du prochain Fonds européen de développement, 20% des crédits de développement européens soient affectés à des projets qui contribuent à lutter contre le changement climatique ou à atténuer les effets du changement climatique. Il y a les fameux 20% santé sociale que vous avez évoqués. Nous plaidons pour qu'il y ait 20% en plus qui soient fléchés dans l'enveloppe des 27 milliards, bien évidemment, pour des projets favorables à la lutte contre le changement climatique ou à son atténuation. Là, c'est pareil. Nous faisons, par exemple, en franco-allemand, des initiatives de façon à rassembler tous les États et convaincre la Commission, si elle a besoin d'être convaincue, mais elle est assez allante sur cette question, pour faire en sorte que ce soit pris en compte par l'ensemble des délégués de l'Union européenne partout dans le monde pour la prochaine programmation des 27 milliards. Voilà quelques éléments qui permettront d'ouvrir le débat. Je conclurai en disant qu'on aura l'occasion de rediscuter de notre politique de développement française lorsque, à l'automne, je viendrai présenter ou nous déposerons devant le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat le premier projet de loi du développement et de solidarité internationale de toute l'histoire de la République française. Ce que le président de la République a annoncé il y a quelques jours. Merci. Merci beaucoup et merci de cette dernière information qui, je pense, nous occupera encore un certain temps. Alors, il y a déjà 3 inscrits, donc Razi Hamadi. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je voudrais tout d'abord, parce que j'en ai l'occasion ici, saluer ce qu'a été votre action, notamment à l'aune de l'intervention au Mali, la saluer à travers 3 aspects qui me permettent d'introduire ma question. La première, c'est une information totale, complète et continue avec l'ensemble des groupes parlementaires, en particulier le groupe d'amitié, en tout cas France-Mali. 2, une pertinence dans ce que l'on pourrait appeler et considérer une nouvelle doctrine de la coopération, c'est-à-dire qu'on avait l'impression un petit peu souvent que la coopération, le co-développement, le développement était un petit peu le supplément d'âme, la bonne pensée après que nous ayons guerroyé. D'ailleurs, de ce point de vue-là, sans esprit de polémique, il y a quand même le jour et la nuit entre ce qu'a été l'intervention en Libye, dont certaines des conséquences ont été des ingrédients à ce qui s'est passé au Mali, ce ne serait-ce que sur le transfert d'armement, et ce que nous voyons là dans la crise et notre intervention au Mali. Puis le troisième aspect, je crois, c'est très vite l'instantanéité d'un plan avec, vous l'avez sûrement dit, vous le dites, vous le rappelez, ce qui s'est fait à Bruxelles, ce qui se fait demain à Lyon,
et ce qui se fera en banlieue parisienne très proche, notamment avec la diaspora, pour ne pas citer Montreuil, mais Dominique Voynet a déjà annoncé. Donc voilà, je ne grille la politesse à personne, mais c'est une très bonne chose. Ma question est la suivante. Il y a beaucoup d'aspects qui sont abordés, en tout cas à travers la cartographie, les reportings, la volonté d'avoir une sorte, entre guillemets, pour revenir à un jargon un peu français, schéma directeur européen de ce que sont les projets soutenus par les uns et les autres, les financements de chaque pays. Qu'en est-il pour ce qui concerne les infrastructures audiovisuelles de presse et de médias? Il y a en ce moment une mobilisation qui s'organise en France à ce niveau. Nous avons quand même à subir quelques critiques à demi-mot sur le fait que c'est quand même une guerre sans images, avec très peu de reporters. Et en même temps, nous savons aussi que aujourd'hui, sur les 3 principales villes libérées, l'ORTM, qui est l'Office Radio-Télévision Malienne, ne diffuse pas. Et ne diffuse pas depuis que ces territoires ont été occupés, mais y compris depuis qu'ils sont libérés. Il y a un déficit de moyens, il y a un déficit de sécurisation des personnels, puisqu'ils ont tous été redéployés sur la région de Caille. Je voulais savoir, sachant que l'interpellation dont moi-même j'ai fait l'objet est très récente, elle date de moins de 48 heures, s'il y avait déjà un petit peu un projet identifié, si cet enjeu stratégique, démocratique, qu'est la presse et l'audiovisuel malien, qui est un d'ailleurs des plus anciens d'Afrique et d'un des plus structurés, pas par hasard, qui s'appelle ORTM, qui rime avec Passons. Et je voulais avoir des renseignements là-dessus en vous rappelant que moi-même j'ai été interpellé il y a à peine 48 heures par des gens qui sont proches de l'ORTM, qui sont à l'ORTM et qui sont aussi journalistes en France et qui souhaiteraient nous mobiliser là-dessus. Merci. Joachim Pueyo. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, moi j'étais intéressé par vos propos concernant la transparence. Mais je voudrais vous poser 2 questions. La première question, la relation avec les collectivités territoriales, puisque si on parle du Mali, c'est un des pays où il y a beaucoup de coopération décentralisée entre des villes et des villes maliennes, entre des régions également et des régions du Mali. Je pense qu'il y a un savoir-faire des collectivités territoriales parce que depuis de nombreuses années, il y a certaines villes qui s'investissent et on sait que c'est compliqué parce que lorsque on décide de donner tel crédit pour la coopération, pour tel équipement, entre la décision qui est prise et ensuite les mises en œuvre sur le territoire, c'est quand même un parcours du combattant. Il faut qu'on le sache, c'est quand même difficile et compliqué. Donc, comment vous envisagez l'avenir de cette coopération entre à la fois l'Union européenne, l'État français et les collectivités territoriales? Je crois qu'on aurait plutôt intérêt à davantage mutualiser. La deuxième question, c'est est-ce que vous, dans votre esprit, est-ce que le développement qui est c'est un effort des États, est-ce que vous le conditionnez à des exigences également? Alors je pense en droit humain et je pense en droit de l'homme. Je vais vous donner un exemple concret. La loi des cumuls n'étant pas encore appliquée, je préside une communauté urbaine et une ville, Alençon, et nous sommes en coopération centralisée avec Koutiala. Nous avons financé des jardins d'enfants, des marchés, y compris le commissariat. Et je me suis rendu compte que dans la ville où nous faisions cette coopération décentralisée, il y avait un endroit que personne ne s'intéressait, c'était la prison. Avec des droits évidemment humains qui n'étaient pas du tout respectés. C'était vraiment l'horreur. Et lorsque j'ai demandé à visiter cet établissement avec le préfet de Koutiala et le maire, ça a été une surprise. Et quand je leur ai dit on est d'accord de continuer, mais on aimerait bien également qu'un minimum de droits, y compris pour les détenus, soit respecté, j'avoue qu'il y a eu beaucoup de silence. Voilà, c'est une question que je voudrais vous poser parce que c'est bien de faire du développement, mais c'est bien également, à un moment donné, d'expliquer à ceux qui décident que nous avons également des exigences minimum qui ne coûtent 0 centime pour les États. Je dis 0 centime. Bon.
Voilà, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et je pourrais vous citer d'autres exemples en Europe même, où on a aidé, par exemple, la Moldavie, pays qui est en grosse difficulté économique, mais parallèlement, on n'a pas eu des exigences en matière des droits humains qui, à un moment donné, n'étaient pas du tout respectées également dans ce pays que je connais, parce que j'ai eu une mission dans le cadre du Conseil de l'Europe, et pas de l'Union européenne. Merci. Pierre Lequillet. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur la question qu'avait posée la Présidente, qui concerne... Je voudrais revenir sur une question qu'avait posée la Présidente sur le vote du Parlement européen. Bon, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais est-ce que ce vote va vous aider ou pas? Est-ce que ça va permettre une redéfinition de la politique de développement européenne sur le plan financier, je veux dire? Parce que, si j'ai bien compris, mais enfin, l'événement est tellement récent que je crois que l'enveloppe globale, si j'ai bien compris, les députés européens ne la contestent pas, mais par contre, la répartition à l'intérieur. Donc je voulais savoir si vous aviez l'intention de vous battre pour que la partie développement soit accrue. Deuxième chose que je voulais vous demander, on a toujours parlé de l'objectif de 0,7% en matière de développement. Bon, je ne veux pas poser une question trop large parce qu'elle serait très longue, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur le pourcentage de PNB, quels sont les bons élèves, les mauvais élèves, ça m'intéresserait. Et puis sur la taxe sur les transactions financières, vous avez dit vous-même tout à l'heure qu'il y avait des pays qui étaient plus allants sur le développement, dont la France. Je voulais savoir aussi parmi les 11 pays quels étaient ceux qui étaient vraiment réticents et quels étaient ceux qui étaient pour l'action en faveur du développement. Et enfin, sur la répartition géographique de l'aide, est-ce qu'il y a des réorientations envisagées, soit au niveau national, soit au niveau européen? Merci. Dernier intervenant pour le moment, Jean-Luc Bleven. Merci Madame la Présidente. Je voulais aussi évoquer ce que vous aviez dit au départ, donc sur la cohérence de l'aide aux pays en développement. En effet, il y a donc une contradiction en fait entre l'objectif qui est de développer les régions en difficulté et la volonté de favoriser évidemment notre économie. Là, on peut citer les agrocarburants qui sont importés par l'Union européenne et qui entrent en contradiction avec le droit à la sécurité alimentaire des peuples. Et de même, je dirais, le marché européen est fermé aux importations de produits agricoles du Sud, alors que nous, l'Europe, nous imposons à ces pays nos produits. Donc, très concrètement, c'est le problème de la cohérence qui est posé. Comment trouver un équilibre satisfaisant? Évidemment, le traité de Lisbonne a permis une certaine avancée en la matière, puisque cette cohérence donc, est devenue une obligation légale et qui trouve donc son organisation via Europe Aid et un groupe interservice qui regroupe l'ensemble des services de la Commission. Alors, je voudrais aussi souligner la question donc, de la souveraineté alimentaire. Le renforcement de l'aide publique, c'est bien sûr essentiel, mais il serait bon de se préoccuper également de la souveraineté alimentaire. Et c'est en ça que se pose la question de l'influence de notre politique de développement. Alors, je vais prendre l'exemple du Niger. Aujourd'hui, on a 300 000 tonnes d'oignons nigériens qui sont proposées à l'export. Et donc, les producteurs nigériens ont bénéficié pour ça d'un programme d'aide européenne en termes de formation, notamment pour l'utilisation d'engrais biologiques. Or, les pays qui pourraient importer cette production sont aujourd'hui inondés par les productions subventionnées européennes, alors même que donc, nous, l'Europe, on importe des oignons australiens. Et donc, par ailleurs, il y a une importation d'oignons hollandais par le Niger à un prix inférieur au coût de production local qui déstructure totalement le marché à Niamey. Donc, on voit bien au travers de cet exemple le vrai problème de la cohérence. Et donc, voilà, on est donc là sur la question de l'aide au développement et de la politique aussi agricole.
Donc ma question, c'est ça. Dans quelle mesure peut-on prendre en compte la globalité de cette question dans l'application, bien sûr, des politiques de développement qui sont proposées? Merci, Monsieur le Ministre. Merci pour ces questions. Alors, la première question de Razi Hammadi sur l'ORTM. Je vous invite à me donner les éléments qui sont en votre possession. Je peux regarder cela. Sachez que les questions liées à la radio, le retour des radios, le financement, réhabilitation des studios qui ont été pour la plupart saccagés, et la question des réseaux télécoms fait partie des priorités d'action des 6 mois. Donc la dimension information média est un des piliers de notre stratégie, encore une fois, stratégie partagée et coordonnée avec l'ensemble des acteurs. Maintenant, sur ce point précis, encore une fois, vous pouvez me transmettre les informations. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné parce que le lien avec l'Union européenne n'était pas immédiat, mais je vais le faire. Nous avons pour le Mali, au-delà de notre action avec la mobilisation de la communauté internationale le 15 mai à Bruxelles, avec cette grande conférence franco-européenne, nous avons 2 autres piliers. Le premier pilier, c'est les collectivités territoriales, et le deuxième, les diasporas. Les diasporas, nous organiserons donc à Montreuil le 10 avril une réunion avec 2 segments, un segment de discussion politique, et ensuite un segment de développement économique. C'est-à-dire comment les migrants et les franco-maliens, il y en a 120 000, je crois, autour de 120 000 en France, comment cette diaspora peut contribuer encore davantage au développement économique et à la reconstruction du Mali, sachant que les enjeux sont nombreux, les flux financiers sont plus importants que les publics, mais sont-ils géographiquement bien répartis? Quelles sont les conditions, etc. Autant de sujets que l'on pourra évoquer le 10 avril à Montreuil. Quant aux collectivités, c'était votre question, évidemment, c'est un des éléments centraux de notre action. Donc, le 19 mars, nous mobilisons les 100 collectivités françaises qui ont aujourd'hui des partenariats, donc des coopérations décentralisées avec le Mali. J'ouvrirai cette réunion, Laurent Fabius la clôturera. Et 100 collectivités françaises, en face, ça fait une petite centaine de collectivités maliennes, ça fait une collectivité au Mali sur 6. Donc on voit bien qu'on est en capacité, à travers ce canal, d'irriguer la quasi-totalité du territoire, nonobstant les enjeux évidemment de sécurité inhérents à la situation actuelle du Mali. Donc nous voulons utiliser ce canal, déjà en franco-français, et nous ferons avec Laurent Fabius des annonces à ce moment-là, le 19 mars. Parallèlement, nous voulons que l'ensemble de l'aide internationale passe en partie et davantage qu'avant par des canaux locaux. Parce que c'est pour nous un gage d'efficacité, un gage de proximité avec les besoins réels des populations. Et en plus, ça va dans le sens de ce qui nous semble contribuer à la solution politique qui appartient d'abord aux Maliens, mais des formes de décentralisation plus structurées, plus fortes, plus affirmées sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est pour cela que dans les discussions que nous avons avec l'ensemble de nos partenaires, nous réfléchissons par exemple à des aides budgétaires sectorielles décentralisées. C'est-à-dire que une grande partie il y a 2 types d'aides publiques. Il y a l'aide projet, donc je fais une route, je fais un pont, je fais une centrale, je fais une station de pompage, etc. Ça, c'est l'aide projet. Et puis, il y a l'aide budgétaire, où je dis, je donne tant au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé, au ministère de l'Aménagement du Territoire, etc., pour faire telle et telle chose et globalisée par une subvention d'aide budgétaire. Nous souhaitons que cette aide budgétaire, elle puisse être décentralisée, de façon à être mise en œuvre directement, évidemment avec une cohérence d'ensemble au niveau territorial, mais une mise en œuvre directement par les collectivités locales au Mali. C'est partie des discussions que nous allons approfondir le 19 mars et que nous approfondirons encore davantage ensuite, puisque cette aide budgétaire, elle est d'abord européenne,
les 250 millions d'euros qui ont déjà été annoncés par la Commission et qui pourraient augmenter éventuellement si les besoins étaient non satisfaits, c'est de l'aide budgétaire. Une partie d'entre elles pourrait passer par les collectivités locales. Donc je pense que nous sommes totalement en phase sur ce sujet. Sur la conditionnalité droits de l'homme, c'est évidemment une question compliquée. Droits de l'homme, droits des femmes d'ailleurs. Moi je discute beaucoup. Non, bien sûr, non, mais c'est parce que c'était pas une polémique. C'était juste de dire, dans certains pays, la question, elle se pose de manière malheureusement encore plus forte sur les femmes. Moi, j'ai discuté vraiment longuement avec les ONG qui devraient normalement, avec les sociétés civiles, pas seulement les ONG françaises, avec les sociétés civiles des pays concernés. Et je leur ai posé clairement la question en disant, bon, est-ce que vous êtes pour une conditionnalité ? En disant, si tel critère n'est pas respecté, la France arrête son aide. Et sincèrement, la totalité des acteurs de société civile disent non. Non. Ce serait contre-productif. Si vous vous retirez, vous laissez la place à d'autres, ça déstructure encore plus et c'est finalement la double peine. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un gouvernement qui ne respecte pas les droits de l'homme que, en plus, les enfants qui étaient scolarisés grâce à l'aide internationale ne doivent plus l'être. Parce que là, on tire tout le monde vers le bas. Donc, moi, j'étais prêt à tenir ce discours de conditionnalité. Il ne me dérange pas sur le principe, mais la réalité, c'est que les acteurs ne le demandent pas. Et donc, il faut trouver quelque chose de subtil entre ne rien dire, ce qui n'est pas conforme ni à nos valeurs, ni à notre intérêt, ni à l'intérêt des personnes concernées, et une conditionnalité. Donc, ce travail, nous le menons chez nous. Ça fait partie des discussions dans le cadre des assises du développement. Et ça fait aussi partie des discussions européennes, et notamment pour la question de l'aide budgétaire que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire à quelles conditions de respect des droits de l'homme, de respect de la démocratie, les pays européens peuvent-ils verser de l'aide budgétaire à un État ? Eh bien, nous avons, et ça s'est fait en mai dernier, juste quelques jours avant le changement de gouvernement, l'Union européenne, donc la France aussi, et bien évidemment, s'est mise d'accord sur ces principes. Donc dorénavant, nous avons une grille de lecture commune à l'ensemble des pays européens, de façon à ce qu'on puisse dire ensemble, et c'est ce qu'on a fait sur le Mali, on arrête parce que la démocratie n'est pas respectée, et on reprend parce qu'on considère que tel acte politique posé va dans le bon sens et justifie la reprise de l'aide. Donc je pense que c'est une réflexion qui est permanente, qui n'est pas aboutie aujourd'hui, et c'est un des sujets sur lesquels moi, je veux qu'on continue à progresser, mais il y a quand même eu des actes qui ont été posés ces derniers mois qui nous permettent d'aller plus loin. Sur le 0,7, alors la situation est diverse selon les pays. Nous avons stabilisé dans le projet de loi de finances notre effort budgétaire grâce à l'affectation d'une partie de la taxe française sur les transactions financières au développement. Donc, nous sommes dans la catégorie des pays européens qui a stabilisé son aide. D'autres ont réussi à l'augmenter encore. C'est notamment le cas du Royaume-Uni, qui fait un effort, malgré un contexte budgétaire qui est tout à fait identique au nôtre, qui continue à augmenter son aide publique au développement, et je pense qu'il faut le souligner. Et il y a une troisième catégorie d'États européens. C'est en lien avec le Commonwealth ? Non, c'est en lien. C'est en lien. Je ne vais pas faire l'exégèse de cette situation, mais les Britanniques, dans la société britannique, il y a aujourd'hui un consensus. Et c'est pour ça que cette politique n'est pas remise en cause, que ce soit les travaillistes ou que ce soit les conservateurs au pouvoir, pour dire ça fait partie des grandes politiques du Royaume-Uni que d'arriver à tenir cette exigence du 0,7. Et donc il y a une société civile britannique qui est très mobilisée sur ces questions, des grandes ONG, peut-être plus qu'en France, qui aussi poussent. Voilà. Et donc cette conjonction de facteurs fait que les Britanniques arrivent encore à augmenter le budget, et c'est très bien. Nous l'avons stabilisé, quand d'autres, effectivement, l'ont considérablement réduit. Les Espagnols de moins 80%, les Hollandais de moins 25%. Donc nous sommes dans un contexte effectivement budgétaire difficile. Les Canadiens aussi ont pris des dispositions assez drastiques. Donc nous avons, et le président de la République l'a rappelé à la clôture des assises, nous avons fait le choix stratégique de maintenir notre aide publique au développement cette année, malgré le contexte que nous connaissons. Concernant le budget européen,
Je vous le disais en introduction, quand on regarde le scénario Van Rompuy, qui est l'enveloppe globale finalement, moi je considère que le Fed, disposant d'une stabilisation en capacité d'intervention, n'est pas mal loti. Bon, on va regarder si on peut essayer d'obtenir mieux, mais je pense qu'on n'est pas mal loti. En revanche, l'enjeu pour moi, il est surtout sur la TTF. Puisque là, la taxe sur la transaction financière, quand on regarde l'étude de la Commission européenne, qui est sortie en janvier, je crois, elle montre que si on adopte un taux qui est de 0, quels sont les chiffres? Je ne sais plus non plus. Bon, un taux qui était le taux proposé historiquement par la Commission aussi il y a 2 ans, mais un peu supérieur au taux français actuel. Une assiette large intégrant les produits dérivés, on peut avoir 35 milliards d'euros. 35 milliards d'euros de recettes sur l'ensemble des pays concernés par la coopération renforcée. Donc peut-être qu'à la fin ce sera 30, 25, 20 en fonction des choix qui seront faits, des flux, des risques de délocalisation, etc. Même si la proposition de la Commission est assez consistante sur ce point. Si on en affecte 10% ou 20% au développement, ce sont des montants considérables. En plus du Fonds européen de développement. Le Fonds européen de développement, c'est presque 4 milliards d'euros chaque année. 3,5. Donc vous voyez, si on passe à plus 2 milliards, plus 3 milliards, on est dans des situations extrêmement bonnes. Donc c'est ça la bataille qu'il faut mener, plus que de passer de 27 milliards sur 7 ans à 27, quelque chose. La dernière question portait sur la cohérence des politiques. C'est vraiment un sujet majeur. Pour moi, il y a 2 jambes dans notre politique de développement. Il y a une jambe qui est l'aide publique et la deuxième jambe, c'est la cohérence. Parce que quand on regarde les flux financiers d'aide publique au développement et les flux financiers qui sortent des pays du Sud, qui remontent vers les pays du Nord, en passant par exemple par des, je ne vais pas dire paradis fiscaux ici, mais juridictions non coopératives, c'est 10 fois les flux qui sortent, c'est 10 fois l'aide publique au développement. Bon. Donc la bataille, elle doit se porter sur l'aide publique au développement, ne pas la réduire, mais elle doit aussi, peut-être même principalement, porter sur le deuxième pilier, qui est d'assurer cette cohérence. Parce que sinon, on redonne de l'argent à des États qui avaient cet argent, mais qui en ont été privés parce qu'il y a de l'évasion fiscale, parce qu'il y a de l'optimisation fiscale. D'où l'importance des directives que j'évoquais sur la transparence, secteur extractif, secteur forestier, les banques et notre volonté d'aller plus loin. Et j'espère que nous arriverons à le faire pour prendre des initiatives en amont et pendant le prochain G8. Cette cohérence, elle était aussi au centre des assises du développement et de la solidarité internationale. Il y avait 5 chantiers pendant cette grande concertation. Ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de concertation à ce niveau-là sur notre politique de développement. Un des 5 chantiers portait sur la cohérence. Et nous allons, c'est un des résultats des assises, nous allons réunir un CICI, donc un comité interministériel, qui ne s'était pas réuni depuis 4 ans, pour justement analyser des politiques agricoles, politiques commerciales, politiques financières, politiques de pêche, au regard des objectifs de développement, pour éviter que la France défende A dans telle négociation et B dans telle autre négociation. Ça peut arriver, cette incohérence. Je veux dire, on voit bien comment fonctionnent les négociations internationales, les négociations européennes, ça fonctionne aussi en silo. Et c'est charge justement à un comité interministériel, qui ne s'était pas réuni depuis 4 ans, d'assurer cette cohérence. Et donc moi, je veillerai à ce qu'il y ait des enjeux très importants qui soient mis à l'ordre du jour de ce CICID, notamment par exemple sur les questions de pêche. Vous évoquez les questions d'agrocarburants aussi. Alors sur les agrocarburants et sur les questions de sécurité alimentaire que vous avez évoquées, sachez que nous sommes justement en train de revoir le cadre, je dirais la doctrine de l'Agence française de développement en matière d'investissement agricole. Et précisément, c'est en ce moment, puisqu'elle doit être adoptée fin mars, donc dans quelques jours au conseil d'administration, après 3 mois de consultation avec la société civile ici et celle des pays du Sud, bien évidemment, nous sommes en train de revoir notre doctrine et je pourrais faire des annonces formelles lorsque nous aurons finalisé les derniers arbitrages et que le document sera voté, mais moi je tiens absolument à ce que, par exemple, nous ne contribuions pas, à travers des projets financés par l'aide publique au développement, à de la déforestation
liées au développement d'agrocarburants dans les pays du Sud. Pour l'exportation ou pas pour l'exportation, peu importe. Mais nous serions à ce moment-là en grande contradiction avec la diplomatie française qui lutte contre le changement climatique, qui prend des initiatives financées par le contribuable français pour lutter contre la déforestation. Et puis, parallèlement, si on prêtait de l'argent à des opérateurs qui, malheureusement, contribueraient à la déforestation pour faire des agrocarburants, on serait en pleine incohérence. Donc, ça fait partie des choses que je veux écrire noir sur blanc dans la nouvelle doctrine d'investissement agricole de l'agence. Merci, Monsieur le Ministre. Alors moi, je vais peut-être relancer deux petites questions. Je pense que Pierre aussi. Bon, on est peut-être plusieurs. Moi, la première question que je voudrais vous poser, c'est que la présidence irlandaise, qui est à l'heure actuelle à l'œuvre au niveau de l'Union européenne, s'est montrée allante, justement, par rapport au développement. Et de ce point de vue-là, est-ce que c'est une aide par rapport à ce que vous avez commencé à travailler et dans ce cas-là, sous quelle forme, comment peut-on ensuite proroger cette volonté qui, me semble-t-il, était très positive. Et la deuxième question, c'est justement, puisque vous avez parlé du fait que sur les fonds européens de lutte contre le changement climatique, il y a quand même quelque chose qui peut se développer plus, et on ne parle plus du tout de tout ce qui est, je ne vais pas employer un gros mot pour aller vite, tout ce qui est la question du risque des réfugiés climatiques. Et du coup, est-ce que là-dessus, il y a aussi un débat que vous pouvez entretenir avec vos collègues européens sur qu'est-ce qu'on fait quand on analyse ce risque des réfugiés climatiques et comment peut-on aider les pays du Sud justement pour qu'il n'y ait pas un phénomène comme ça qui, à un moment ou à un autre, soit une vague, voire même une vague de fond, si je puis me permettre. Et puis, dernier point, l'eau. C'est-à-dire que la France va rétablir l'eau à Tombouctou et à Gao, c'est très bien, certes, mais la gestion de l'eau, la vision que peut en avoir la France et que peut avoir l'Union européenne par rapport à cet atout et ce besoin qu'ont tous les pays, en général les pays du Sud, en particulier dans cette phase de changement climatique, est-ce que là aussi, il y a des choses spécifiques? Moi, j'ai suivi un tout petit peu les débats des assises de développement, selon les calendriers des uns et des autres, mais il me semble que c'est un des fils conducteurs aussi de ce qu'on peut continuer à discuter, en particulier avec les ONG qui sont très sensibles, me semble-t-il, sur ces sujets-là. Et Pierre Lequillier dans la foulée. Revenez sur deux questions que je vous avais posées auxquelles vous n'avez pas répondu. C'est la taxe sur les transactions financières. Quels sont les pays qui sont allants et quels sont les pays qui sont parmi les 11 pays? Et puis, l'organisation géographique de l'aide. Est-ce qu'il y a des redéploiements? Est-ce que, par exemple, sur le Proche et Moyen-Orient, Israël, Palestine, l'Europe apporte toujours l'aide qu'elle apportait? Est-ce qu'il y a des réorientations? Alors, concernant vos questions, donc les Irlandais ont effectivement été très, très allants. D'ailleurs, ils ont organisé une réunion de 2 jours à Dublin avec les ministres du développement, donc un Conseil européen informel, ministre du développement, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain nombre d'années, parce que les présidences précédentes n'avaient pas pris cette initiative. Donc, je crois qu'on ne peut que les remercier pour ce type d'engagement. Et sur le Mali, ils ont mis ça à l'ordre du jour et ils ont vraiment fait en sorte que la coordination européenne que j'évoquais tout à l'heure puisse trouver sa place dans ce type de réunion. Donc moi, je n'ai que des éléments positifs vis-à-vis de la présidence irlandaise. J'ajouterais aussi que la négociation bancaire récente, qui a donc quasiment abouti, elle se fait sous présidence irlandaise et qu'on aurait pu penser que les Irlandais puissent pas forcément complètement favorables à ces questions. Non, ils n'ont pas du tout bloqué. Au contraire, ils ont favorisé un accord entre le Parlement et le Conseil, et un accord pour le coup assez ambitieux. Je l'évoquais tout à l'heure sur la transparence. Vous l'avez vu sans doute aussi sur la question des bonus. Donc moi, je n'ai franchement sur ces sujets-là
qu'un avis positif sur la présidence irlandaise. Après, est-ce qu'ils ont fait spontanément avancer la question de l'harmonisation fiscale en Europe? Je suis moins sûr, mais c'est un autre sujet. Sur les questions climatiques, ça renvoie, votre question, elle renvoie à l'engagement de la France de manière générale sur le climat. Et comme vous le savez, le président de la République a annoncé que la France avait proposé d'accueillir la conférence climat en 2015 à Paris. Il se trouve que j'ai aussi cette responsabilité avec Laurent Fabius et Delphine Batteau, puisque la préparation de cette conférence pour 2015, qui est donc la grande conférence où normalement il doit y avoir un accord international sur le climat pour définir le régime climatique de 2020 à 2030, c'est le nouveau rendez-vous après l'échec relatif de Copenhague. Eh bien, nous la portons entre nos deux ministères, le ministère de l'écologie et le ministère des Affaires étrangères. Et je suis particulièrement mobilisé pour essayer de faire en sorte qu'on commence à écrire les conditions d'un succès à Paris. Sachant que, je l'ai dit hier devant la commission du développement durable de cette Assemblée, le principe de réalité aujourd'hui, c'est que l'accord de Paris soit pas à la hauteur des enjeux. C'est ça le principe de réalité. Donc charge à nous de faire mentir ce principe de réalité. Je préfère dire qu'on va gagner des choses plutôt que de mettre la barre tellement haut qu'à la fin, même si on a passé 3 ans à gagner quelque chose, à la fin tout le monde se dit ça se voit pas, c'est perdu parce qu'il n'y a pas. Bon. Prenez l'accord international légalement contraignant, qui est la revendication européenne. On sait aujourd'hui que même avec Obama 2, les États-Unis disent nous, on a en aucun scénario de majorité démocrate républicain, on ne peut passer ce type d'accord. Les Chinois disent nous on ne veut pas, c'est une question de souveraineté nationale. Les Brésiliens pareil. Bon. Donc si c'est ça le juge de paix, bon, on sait très bien aujourd'hui qu'on va pouvoir déployer tous les efforts qu'on veut. Je ne vois pas comment on peut réussir à faire bouger les lignes à la fois au Brésil, en Chine et aux États-Unis. Donc il faudra inventer un agenda qui soit un agenda qui nous permette d'aller beaucoup plus loin que ce qui est fait aujourd'hui, beaucoup plus loin, sinon nous serions dans le renoncement, mais un agenda qui soit atteignable, qui soit à la fois ambitieux mais atteignable. Parce que si on reste exactement dans les termes du passé, il n'y a pas trop de raisons que nous réussissions là où les autres ont échoué. Donc c'est vraiment une question fondamentale sur laquelle nous commençons à travailler. L'élément important que nous avons, c'est que nous avons 3 ans. Et que pour la première fois, depuis longtemps, c'est une présidence qui a une vraie diplomatie. La France est présente à peu près partout dans le monde. On pèse, on est en capacité de dialoguer avec les sociétés civiles, avec les gouvernements, avec les entreprises. Et donc, on peut déployer un braquet, en quelque sorte, qui va au-delà de ce que les présidences précédentes étaient en capacité de faire. On a du temps, donc on est bien armé, on est bien positionné. Maintenant, encore une fois, il faut mobiliser. Et je le disais hier, on a besoin de vous, parce que les parlementaires, l'alliance des parlementaires dans les différents États peut contribuer à faire bouger les lignes. On sait que la position mexicaine, la position brésilienne, la position de certains pays, d'Indonésie, d'Afrique du Sud, qui sont des vrais pays démocratiques, elle bouge, elle n'est pas monolithique, elle bouge en fonction des rapports de force internes, des pressions, etc. Donc chacun doit prendre sa part pour faire bouger les lignes des différents pays pour arriver à un succès en 2015. Et évidemment, nous intégrons la question climatique dans la politique de développement. On l'intègre aujourd'hui, l'Agence française de développement a comme objectif de réaliser 50% de ses projets avec des co-bénéfices climat. Qu'est-ce qu'on appelle des co-bénéfices climat? Le premier bénéfice, c'est un bénéfice de développement. Ça va de soi, puisque c'est une agence, c'est sa mission. Le deuxième bénéfice, c'est un bénéfice de lutte contre le changement climatique ou d'adaptation au changement climatique. 50% des projets. Donc c'est un bel objectif. On y travaille. Cette année, on n'y est pas tout à fait, mais pas loin. Et donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que progressivement, ce ne soit pas simplement 50%, mais peut-être un jour la totalité, ou une grande partie en tout cas, de nos investissements au Sud qui intègrent la question climatique. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons avoir dorénavant, et ça c'est très important en termes de pilotage de notre République, nous allons avoir 2 avis à l'Agence française de développement. Un premier avis qui est un avis financier. C'est normal, c'est une banque, elle prend des décisions de financer tel ou tel projet, aussi sur des critères financiers. Mais il y aura un deuxième avis développement durable. Donc elle aura un avis extra-financier
Et les deux seront soumis au conseil d'administration de manière expérimentale à partir du prochain conseil d'administration et de manière systématique à partir d'octobre, de façon à ce que l'ensemble des projets soit passé au crible financier et de l'extra-financier. Donc on est en train de faire de l'AFD, je dirais, un outil modèle en la matière, de façon à intégrer la question climatique. Sur les réfugiés, aujourd'hui, on n'a pas d'action particulière, autre que ce qu'on fait par ailleurs, c'est-à-dire prévenir de façon à ce qu'il y ait le moins possible de réfugiés climatiques, sachant que l'immense majorité de ces réfugiés ne viendront pas chez nous de toute façon, mais ce seront des migrations sud-sud. Donc il faut prévenir quand on travaille au Sénégal à éviter à la Saint-Louis, par exemple, la montée des eaux et qu'on fait des dépenses d'adaptation, qu'on est présent en Asie du Sud-Est pour les mêmes choses, on prévient les flux de réfugiés, même si nous n'avons pas d'initiative spécifique sur ce sujet. Ensuite, concernant l'eau, sachez que la moitié de la taxe sur les transactions financières françaises, la partie qui a été affectée au développement, la moitié de cette part affectée au développement est affectée à l'eau au Sahel, l'autre moitié à la santé. Ça, c'est cette année. L'année prochaine, ce sera toujours une partie santé et une partie fonds vert pour le climat. Donc, c'est assez, je pense, un motif de fierté que de savoir que nous avons taxé les transactions financières et que nous avons permis, grâce à cet argent collecté, de financer l'accès à l'eau potable pour plus de femmes, plus d'enfants, plus d'hommes, et corvée de l'eau, quand il faut aller la chercher au puits, c'est souvent les femmes qui le font en Afrique, on le sait bien. Et donc, ça contribue aussi à améliorer les droits humains et les droits des femmes. On va essayer de répondre aux questions que vous avez posées, auxquelles je n'avais pas répondu au tout début. Donc, sur les alliés sur la TTF, je regarde la carte. On a aujourd'hui un gouvernement allemand qui est divisé sur cette question. On a des Autrichiens qui sont plutôt hostiles, des Belges qui sont favorables, et le reste, les autres pays, n'ont pas pris de position publique à ce stade. Les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Slovènes, etc. Et donc, moi, j'ai commencé à rencontrer l'ensemble des ministres concernés. Et l'idée d'avoir une affectation partielle, à mon avis, peut passer. C'est compliqué, mais ça peut passer. Mais aujourd'hui, encore une fois, au moment où on parle, si on devait signer l'accord là maintenant, on est minoritaire. On est minoritaire. Et puis, il y avait une question sur les priorités françaises, sur l'orientation géographique. Il y a la question déjà dans la politique de voisinage au-delà du Fed. Nous sommes favorables à ce qu'il y ait davantage d'engagement au sud, et notamment au sud de la Méditerranée, par rapport à l'Est. Bon, c'est une tradition française, un débat récurrent avec d'autres États européens, vous le savez. Sachez que nous sommes aussi en train de travailler, puisqu'aujourd'hui nous sommes bloqués dans notre politique au sud de la Méditerranée, notamment en Tunisie et au Maroc, parce que ce sont deux pays dans lesquels nous avons le maximum d'engagement. C'est-à-dire que l'Agence française de développement ne peut plus prêter, en plus, au Maroc et à la Tunisie, parce qu'elle est au maximum de ce qu'on appelle le risque pays dans les ratios bancaires de l'agence. Et donc, nous sommes en train de regarder comment essayer de faire évoluer cette situation, parce que, évidemment, c'est une de nos priorités que de consolider les avancées démocratiques avec toutes les réserves qu'il faut émettre lorsque c'est nécessaire en matière de droits de l'homme. Sur le Fed, notre priorité, c'est les pays fragiles et évidemment la zone Sahel. Donc nous faisons en sorte que les crédits du Fed pour les 7 prochaines années pour les pays fragiles et notamment pour cette zone soient au minimum ceux qu'ils étaient pour la précédente programmation, voire qu'ils soient augmentés. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Eh bien, je crois que, vous voyez, vous serez absolument dans les temps. C'est parfait. Merci à vous tous. Nous avons quelques rendez-vous la semaine prochaine. Et je pense que nous aurons l'occasion, un petit peu plus tard, de vous redemander votre présence lorsque les sujets seront avancés. Merci beaucoup. Au revoir.